Thank you very much. Je vous remercie. Merci. Melania and I are Mélania truly et honored moi-même sommes to très welcome honorés de pouvoir French accueillir le President président Macron, de la République Mrs. française, Macron, to the M. White Emmanuel House. Macron et Thank you very Mme much. Macron à la Maison-Blanche. Je vous remercie. Nous sommes très We're honorés. thrilled that the first Nous sommes official ravis state du fait visit que la of première my visite d'État presidency officielle de ma is présidence not only with soit a non great seulement friend, celle d'un excellent ami, with a mais aussi leader celle du dirigeant of America's du plus oldest ancien allié ally, de l'Amérique, the Republic of la République France. française. Today in our nation's Aujourd'hui, dans capital, notre capitale nationale, the stars la and bannière stripes étoilée proudly est fly fièrement alongside hissée à the côté du tricolor drapeau flag, a tricolore, symbol of the un symbole world, indiquant au monde to the world, of unity, que l'unité, la fraternity and fraternité et friendship l'amitié that marqueront forever toujours links les our liens nations qui together. unissent à jamais nos nations. 40 years after the end of our war 40 ans of après la independence, fin de la guerre great d'indépendance, General Lafayette le général Lafayette traveled to George Washington's home a visité la demeure de Mount George Vernon Washington to visit à the Mount grave Vernon pour of the visiter la father of our tombe country. du père de notre President pays. Macron, Le we're président deeply Macron, moved nous sommes très that émus nearly 2 que centuries près later, de 2 siècles plus the tard, President of the Republic le of président de la France République française same a fait tribute ce même last night. hommage hier soir. C'était une soirée inoubliable. Je vous This remercie. past summer, L'été Melania and I dernier, had an incredible visit Mélania et with moi you and Brigitte avons fait une visite extraordinaire Paris to avec vous celebrate à Bastille Paris pour célébrer We were le awed 14 by the juillet. beauty of your Nous country avons and the été grateful émerveillés par la beauté de votre pays hospitality et remercions of your le incredible peuple people. français They are pour son incredible hospitalité. Le peuple français Together, est we extraordinaire. commemorated the Ensemble, 100th nous avons commémoré le 100e anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Nous avons évoqué la mémoire des patriotes français et américains dont le sang a coulé ensemble pour défendre la civilisation. Leur noble sacrifice résonnera pour toute l'éternité comme un hommage immortel à nos peuples et à notre liberté. Pendant l'horreur de la Première Guerre mondiale, plus d'1 million de personnes ont été tuées ou blessées par des armes chimiques. À la suite de cette horreur, les nations civilisées se sont unies pour interdire les armes chimiques. Il y a 2 semaines, après que le dictateur syrien, Bachar el-Assad, a fait un usage barbare des armes chimiques contre son propre peuple, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont joint leurs forces pour frapper au cœur du programme d'armes chimiques syrien. Ces actions avaient pour but d'instaurer une dissuasion forte contre l'utilisation de ces armes abominables. Monsieur le Président Macron, je vous remercie de votre leadership dans le cadre de cet effort. Et il s'est agi d'une mission très bien exécutée. Et je remercie les membres des Forces armées françaises pour leur courage et leurs excellentes compétences. Les États-Unis et la France coopèrent également dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Nous savons gré à la France pour son partenariat clé dans le cadre de notre campagne de pression maximale contre le régime nord-coréen. Comme vous le savez, je vais bientôt rencontrer Kim Jong-un afin d'entrevoir un avenir fondé sur la paix, l'harmonie et la sécurité dans toute la péninsule coréenne. Et en fait, pour le monde entier. Cependant, dans le cadre de cette quête pour la paix, nous ne répéterons pas les erreurs du passé. La campagne de pression maximale durera jusqu'à ce que la négociation ait lieu. La France et les États-Unis conviennent en outre que l'Iran ne peut pas être autorisé à développer une arme nucléaire et que le régime doit cesser de soutenir le terrorisme. Partout, peu importe où vous vous rendez, au Moyen-Orient, vous voyez les traces de l'Iran derrière les problèmes. Je souhaite également remercier le président Macron pour les contributions vitales de la France à notre campagne très efficace contre Daesh. À mesure que nous boutons ces tueurs de Daesh hors de Syrie, il devient essentiel que les nations responsables du Moyen-Orient augmentent leurs propres contributions pour empêcher l'Iran de profiter du succès de notre effort contre Daesh. Des pays très riches
existent au Moyen-Orient. Ces pays doivent apporter d'importantes contributions. Ces pays ne l'ont pas fait autant que nécessaire. Un sujet important dont nous avons discuté aujourd'hui. Ces pays doivent fortement augmenter leurs contributions, pas un petit peu, mais énormément leurs contributions financières. Monsieur le Président, au nom du peuple américain, permettez-moi de renouveler notre solidarité à la suite de l'attaque terroriste le mois dernier dans le sud de la France. Je partage la confiance que vous avez exprimée à l'occasion de la cérémonie d'hommage pour l'héroïque colonel Beltram, à savoir qu'à terme, nous verrons le triomphe ultime du droit et de la justice. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, nous savons tous que nous devons être forts de l'intérieur pour pouvoir nous défendre contre les menaces externes. Nous ferons le nécessaire pour protéger nos pays. Vous êtes notre plus ancien allié et vous êtes un de nos véritables alliés. Et nous vous en savons gré. Nous serons toujours là pour vous. En France comme aux États-Unis, nous sommes confrontés aux défis découlant d'une longue période, à savoir la migration non contrôlée. Aux États-Unis, nous prenons des mesures fortes pour reprendre le contrôle de nos frontières et de notre souveraineté. Cela dure depuis trop longtemps. Il y a eu un fort ralentissement grâce à nous, mais nous allons mettre fin à l'immigration illégale. Je sais que vous êtes confrontés à des défis similaires en France et, Monsieur le Président, j'admire le leadership dont vous avez fait preuve en les traitant de manière honnête et directe. Et ce n'est pas toujours la chose la plus populaire. L'un et l'autre, nous devons notre élection pour une bonne part au désir de citoyens loyaux et ordinaires d'être entendus, d'être écoutés et de disposer du contrôle de leur propre pays et de leur propre avenir. Faisons la démonstration que par le truchement de notre partenariat, la voix du peuple régnera toujours. Pendant notre rencontre d'aujourd'hui, nous avons aussi discuté de la vigoureuse relation économique qui existe entre nos deux pays. Nous avons des performances commerciales records qui vont se poursuivre. Je sais également que la France va établir très bientôt des records grâce à votre leadership. Nous avons hâte d'explorer de nouvelles pistes pour accroître les échanges bilatéraux et des investissements fondés sur les principes de l'équité et, de manière importante, la réciprocité. Monsieur le Président, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à la Maison-Blanche. Nous sommes très honorés. Notre amitié trouve son assise dans les puits les plus profonds de la civilisation. Et elle est nourrie par l'amour d'un peuple pour son histoire, sa culture et sa liberté. Depuis plus de 2 siècles, l'alliance entre la France et les États-Unis a constitué la pierre angulaire de la liberté. À présent, la force de cette puissante alliance se trouve entre nos mains. Unis que nous sommes par le sort et le destin, j'ai confiance que notre avenir n'a jamais paru plus radieux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, cher Donald. Merci à vous et à votre épouse Mélania pour votre accueil. Et je veux vous dire combien nous sommes heureux avec mon épouse Brigitte et l'ensemble de la délégation française d'être, durant ces 3 jours, vos invités après cette formidable visite et l'honneur que vous nous aviez fait d'être présents pour le 14 juillet dernier à Paris. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, et dans nos 2 adresses tout à l'heure, nous l'avons l'un et l'autre fait, l'importance et la profondeur des liens qui nous unissent. Ces liens remontent à la constitution même de votre pays, à sa révolution fondatrice, et ont jalonné notre histoire. Ce sont des liens basés sur nos intérêts réciproques et notre attachement profond à la liberté et la paix. À chaque fois que celles-ci ont été menacées, nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Et nous l'avons célébré ensemble hier soir, tous les 4, en nous rendant en effet à Mount Vernon, où nul autre, mieux que George Washington, pouvait
illustrer la force de ces liens et de l'engagement de nos deux pays. Vous avez parfaitement rappelé, Monsieur le Président, à l'instant tous les enjeux. Je veux peut-être ici revenir sur quelques-uns des sujets essentiels pour la relation bilatérale et au-delà. Le premier, c'est l'Iran. Vous avez rappelé tout à l'heure très clairement devant la presse, et vous venez de le faire, quelles étaient vos positions de campagne et quelles étaient vos positions en tant que dirigeant des États-Unis d'Amérique sur ce sujet. Il n'y a pas de mystère pour dire que nous n'avons pas les mêmes positions de départ sur ce point, et ni vous ni moi n'avons pour tempérament ou habitude de changer de position avec le gré du vent. Néanmoins, nous avons eu, je crois pouvoir le dire, une discussion très approfondie en tête-à-tête sur ce sujet. Vous considérez que le deal iranien, le JCPOA, donc l'accord qui a été négocié en 2015 avec l'Iran, est un mauvais accord. Depuis plusieurs mois, je dis que ce n'est pas un accord suffisant, mais qu'il nous permet en tout cas d'avoir jusqu'en 2025 un contrôle sur les activités nucléaires. Nous souhaitons donc pouvoir désormais travailler sur un nouvel accord avec l'Iran. Ce dont nous avons besoin, et je crois que là-dessus, notre discussion a permis d'éclairer pleinement ce choix et cette convergence de vues, c'est de couvrir 4 sujets essentiels. Le premier, c'est de bloquer toute activité nucléaire de l'Iran jusqu'en 2025. C'est ce que seul permettait de faire le JCPOA. Le deuxième, c'est de nous assurer qu'à plus long terme, il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne. Le troisième sujet essentiel, c'est de pouvoir stopper les activités balistiques de l'Iran dans la région. Et le quatrième point essentiel, c'est de créer les conditions d'une stabilité politique dans la région et donc de mieux contenir la domination iranienne et ses positions en Irak, en Iran, au Yémen, comme l'influence qu'elle a sur le Liban. Sur ces sujets, j'ai eu une position constante qui était de dire que nous devions justement trouver le cadre pour, ensemble, avec les puissances de la région, avec les dirigeants iraniens, réussir à trouver un accord. Je souhaite donc que nous puissions nous engager sur cette voie dans les semaines et les mois à venir. Cette voie est la seule qui permette la stabilité. La France n'a aucune naïveté à l'égard de l'Iran. Nous avons aussi un grand respect pour le peuple iranien qui, à travers son histoire, a montré toujours sa force. Et nous ne voulons pas répliquer les erreurs du passé. À chaque fois que nous avons voulu nous substituer à la souveraineté d'un peuple, de manière unilatérale, nous avons créé encore plus de terreur. Et je tiens à ces lignes importantes. Mais nous voulons pour nos alliés la stabilité durable. Et donc, je crois que la discussion que nous avons eue ensemble permet en tout cas d'ouvrir la voie de ce nouvel accord qui me paraît indispensable, sur lequel nous allons travailler, sur lequel nous souhaitons associer, au-delà de l'ensemble des partenaires européens, les puissances de la région et évidemment la Russie et la Turquie. C'est dans ce cadre d'ailleurs que nous pourrons, dans la durée, ensemble, construire une solution à la situation en Syrie. En Syrie, nous sommes engagés conjointement au sein d'une coalition internationale contre Daesh et les terroristes. Nous continuerons à œuvrer jusqu'au bout dans ce cadre et jusqu'à la victoire. Néanmoins, il nous faut dans la durée gagner la paix et donc éviter que la Syrie ne tombe sur quelque hégémonie ou partition que ce soit dans la région. Et pour ce faire, cette approche que nous venons d'acter ensemble permet d'inclure la situation syrienne dans le cadre de ce travail sur l'ensemble de la région que nous devons conduire. Et donc dans ce pilier d'encadrement régional de l'Iran. En Syrie, nous allons continuer à œuvrer ensemble au sein du Conseil de sécurité pour nous assurer que le droit international humanitaire, l'interdiction d'utilisation des armes chimiques sont pleinement respectés. Et nous prendrons, comme nous l'avons fait il y a quelques jours, toutes nos responsabilités. Mais nous allons désormais aussi œuvrer avec nos partenaires sur ce sujet à construire
une solution politique durable, inclusive, qui évitera toute hégémonie et qui évitera, là aussi, de nourrir le terrorisme à venir. Nous avons, au-delà de ces sujets, évoqué ensemble le climat. Là aussi, nous connaissons nos désaccords. La France continuera à travailler sur des textes importants comme le Pacte mondial sur l'environnement, mais je crois pouvoir dire que nous souhaitons que nos secteurs économiques, nos chercheurs puissent continuer à travailler sur des solutions concrètes en la matière, et nous sommes l'un et l'autre attachés à ce point. Enfin, sur le commerce, vous l'avez évoqué, je me retrouve dans la formule qui a été la vôtre, d'avoir un commerce juste et équitable. Nous avons aujourd'hui, quand on regarde le commerce international, des défis conjoints. Il y a des surcapacités dans certains secteurs qui sont bien connus. Nous devons œuvrer ensemble pour éviter qu'elles ne déstabilisent nos marchés ou ne créent une concurrence déloyale. Mais je crois pouvoir dire que nous sommes l'un et l'autre attachés à ce qu'entre alliés, il y ait le respect du droit international commercial. En tout cas, la France y est attachée. Nous avons nos préférences collectives réciproques. Nous avons des situations que nous pouvons sans doute améliorer. Mais je crois que l'un et l'autre, nous sommes aussi attachés à ce que nos entreprises, nos milieux d'affaires puissent travailler sereinement dans un cadre clair et de long terme. En tout cas, j'y suis profondément attaché. Voilà, Monsieur le Président, en complément des quelques points que vous avez faits, les sujets sur lesquels je souhaitais revenir et vous redire combien les discussions que nous avons aujourd'hui, celles que nous aurons demain, se nourrissent tout à la fois de la force de ces liens historiques qui nous obligent et nous portent, et d'une amitié sincère que je crois nous partageons. Merci encore, Monsieur le Président, Madame, pour votre formidable accueil. Merci pour ces 3 jours passés parmi vous. Et merci également de souhaiter être au rendez-vous des défis collectifs que nous avons à relever. Ils sont importants pour les États-Unis d'Amérique, ils sont importants pour la France et l'Europe, et importants pour nos peuples. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. First of all, I want to thank our Vice President. Je souhaite remercier notre vice-président et Karen pour leur présence. Merci. Je vous remercie. Effectivement, nous avons eu une excellente conférence aujourd'hui, surtout notre tête-à-tête dans le bureau aval. Nous avons parlé de beaucoup de sujets. On a parlé du commerce, on a parlé de l'Iran et d'autres dossiers. Je crois que beaucoup de bonnes choses vont découler de cette réunion et je vous remercie de votre présence. Je vais répondre à quelques questions. Jeff Mason, Reuters. Merci, Monsieur le Président. Après vos discussions d'aujourd'hui avec le président Macron, quelle est votre réflexion en ce qui concerne une chronologie pour faire sortir les troupes américaines de Syrie? Vous avez dit en outre que vous pensiez que le dirigeant nord-coréen s'est comporté de manière ouverte et honorable. C'est une personne que beaucoup de personnes accusent d'affamer son peuple, de tuer des membres de sa famille. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. J'espère que nous pourrons traiter de manière ouverte et honorable avec la Corée du Nord. J'ai entamé un processus. Lorsque j'ai commencé, tout le monde pensait que je m'y prenais mal, mais depuis 25 ans, tout le monde suivait la même démarche et rien ne s'est produit. Mais maintenant, je peux vous dire que beaucoup de choses se passent. Et je crois que cela sera très positif. Et je pense que ce serait très positif pour la Corée du Nord et pour la Corée du Sud et pour le Japon et pour le reste du monde. Mais moi, je commence à un niveau auquel je n'aurais pas dû commencer. Ces questions auraient dû être réglées il y a très longtemps. On en parlait. Nous ne devrions pas connaître cette situation actuellement aux États-Unis pour le monde. Ces questions auraient dû être réglées par d'autres présidents et par d'autres dirigeants d'autres pays il y a fort longtemps. Cela dit, je pense que les choses se passent très bien, des rencontres sont organisées et je souhaite voir une dénucléarisation de l'accord du Nord. Beaucoup de concessions ont déjà été faites. Nous n'avons fait aucune concession. Or, malgré le fait que des médias disent que nous avons fait des concessions, en fait, non, je n'ai pas du tout parlé de concessions.
outre le fait que cette rencontre soit une très bonne chose, je suis sûr que beaucoup d'autres personnes auraient souhaité être dans notre position. Effectivement, nous avons imposé les plus fortes sanctions contre ce pays, les plus fortes sanctions contre tout pays, que ce soit en Chine. Le président Xi a été très efficace pour nous aider à régler ce problème au niveau de la frontière. Très peu de marchandises peuvent passer la frontière. Il le fait pour diverses raisons. Nous avons une bonne relation, mais c'est également très important en matière de commerce, parce qu'effectivement, je joue la carte du commerce, car si vous voyez ce qui se passe en matière de commerce avec les États-Unis, cela n'a pas été équitable depuis longtemps pour les États-Unis, et en fait, nous allons régler ce problème. Le secrétaire Mnuchin et d'autres responsables vont se rendre bientôt en Chine sur la demande de la Chine. Ils étaient venus, vous le savez, ici la semaine dernière, et nous avons des discussions très importantes en matière de commerce, mais je crois que tout ceci relève de la frontière et ils ont été très forts par rapport à la frontière et très peu de choses ont pu passer. À la surprise de beaucoup de gens, je crois que les questions commerciales seront réglées, mais je crois que jamais la Chine ne nous a traités avec autant de respect que ce ne fut le cas depuis que je suis président. J'ai de très bonnes relations, vous le savez, avec le président Xi et je crois que cette relation est très importante par rapport à la situation en Corée du Nord. Le résultat final, eh bien, il faudra voir. Peut-être de bonnes choses en découleront et peut-être perdons-nous notre temps, mais espérons que ce sera bon pour toutes les parties concernées. S'agissant de la Syrie, moi, j'aimerais effectivement quitter la Syrie. J'aimerais que nos excellents guerriers retournent chez eux. Ils ont fait du très bon travail. Ils ont totalement oblitéré Daesh en Irak et en Syrie. Et nous avons rendu en fait un grand service aux pays voisins, mais nous avons aussi rendu un service à notre pays. Cela dit, Emmanuel et moi-même avons parlé du fait que nous ne souhaitons pas donner carte blanche à l'Iran sur la Méditerranée, vu que nous contrôlons cette zone et nous avons imposé des contrôles. Nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Nous allons rentrer au pays bientôt. Nous avons conclu pratiquement tout notre travail contre Daesh en Syrie, contre Daesh en Irak, et nous avons fait un travail que personne avant nous n'avait pu accomplir. Mais cela dit, je veux que nous rentrions au pays, mais je veux que nous rentrions au pays ayant accompli ce que nous devions accomplir. Alors, nous parlons de la Syrie en tant qu'élément d'un accord global. Peut-être y aura-t-il un accord sur l'Iran. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est incorporer la Syrie. Ce qu'ils auraient dû, avant de leur donner l'Iran, à savoir 151 milliards de dollars et 1,8 milliard de dollars en liquide. 1,8 milliard de dollars en liquide. Imaginez donc, avant de donner ces sommes d'argent considérables, 151 milliards et 1,8 milliard en liquide, on me dit que l'argent était transporté dans des boîtes, des caisses et des barils, du liquide. Ils auraient dû signer un accord qui portait sur l'Iran, sur le Yémen, sur la Syrie, qui portait sur d'autres régions du Moyen-Orient où l'Iran est impliqué. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi nous voulons que nos troupes retournent au pays. Nous allons bientôt revenir au pays, mais nous voulons y laisser une marque forte et durable. Et ça, c'est un élément important de notre discussion. Une question de suivi. S'agissant de la Corée du Nord, vous souhaitez une dénucléarisation totale. Ça veut dire tout simplement qu'ils doivent se débarrasser de leurs armes nucléaires. C'est très simple. Ils se débarrassent de leurs armes nucléaires. Ce serait très facile d'avoir un accord simple et de revendiquer la victoire. Non, ce serait trop facile. Je veux qu'ils s'en débarrassent. Monsieur le Président Macron, le Président a dit que lors de vos discussions en sein du Conseil, qu'il y aurait la potentialité d'un nouvel accord avec l'Iran. Comment envisagez-vous cet accord? Avez-vous des assurances de la part du président Trump comme quoi les États-Unis et l'Union européenne seront exclus des tarifs sur l'aluminium? Quant à votre deuxième question, c'est au président Trump de vous répondre, mais sur les questions commerciales, j'aimerais être très clair. Lorsque vous regardez la question commerciale entre nos deux pays, il y a un équilibre, il n'y a pas de relation déséquilibrée. Deuxièmement, nous suivons
Et nous respectons les règles de l'OMC car nous avons contribué à la création de cette institution et cela a un sens que de respecter les règles que nous avons contribué à créer. C'est une règle qui s'applique en général dans la vie, c'est une bonne méthode. Troisièmement, parce que je pense très sincèrement que la vraie question, la grande question de commerce, c'est la surcapacité pour l'acier et l'aluminium, et ce n'est pas un problème européen ou américain. Ce n'est pas de là que vient le problème. Et ensuite, nous travaillons très étroitement sur l'Iran et la Syrie. Donc, je suis confiant quant à l'avenir de la relation commerciale, à condition que tout ça fasse partie d'un cadre plus général, où on met tout sur la table. Donc, quant à la situation de l'Iran, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, les piliers de la nouvelle approche que nous souhaitons adopter, je vous les ai décrits. Il y a le nucléaire à court terme, le nucléaire à long terme, les activités balistiques et la présence régionale de l'Iran. Nous voulons régler le problème de ces 4 piliers. La Syrie fait partie du 4e. Et ce sur quoi il nous faut travailler, manifestement, bien évidemment, avec l'Iran et les différents représentants du régime, et puis travailler avec le P5, avec nos alliés, c'est de trouver un accord équitable qui permette de régler l'ensemble de la situation. C'est la seule façon de préserver la souveraineté dans la région et de construire, de bâtir la paix à long terme. Sinon, il nous faudra revenir dans la région parce qu'il y aura de nouveaux groupes terroristes. C'est certain. Et je suis très heureux de l'échange que nous avons eu, car nous avons parlé de questions nouvelles, de nouvelles solutions, et en particulier du fait que la crise syrienne doit être traitée dans cette situation, dans le cadre d'ensemble. Et la raison, nous sommes dans la situation que nous connaissons aujourd'hui en Syrie, avec la coalition internationale contre Daesh, mais demain, il nous faudra trouver le moyen de résoudre le problème politique et non pas militairement. Il faut donc une série d'accords dans le cadre de ce grand accord afin d'être sûr que demain, la Syrie puisse être un pays souverain, inclusif, avec un peuple libre en mesure de décider de son avenir. C'est très important et c'est notre devoir. Oui, je crois que nous aurons la possibilité de conclure un accord plus vaste, peut-être non. Nous l'apprendrons bientôt. Monsieur le Président. Une question de la presse française. Bonjour, Laurence Benamou, Agence France-Presse pour la presse française. À votre arrivée, Monsieur le Président, vous disiez qu'il n'y avait pas de plan B, qu'il fallait maintenir l'accord avec l'Iran. Maintenant, vous annoncez un nouvel accord qui doit être négocié avec l'Iran. Alors, question, pourquoi avez-vous changé d'avis? Vous êtes-vous rangé à la manière forte que préconise votre ami M. Trump, ou est-ce par pragmatisme, faute de ne pouvoir le convaincre? Et par ailleurs, les autres signataires de l'accord seront-ils, d'après vous, d'accord pour suivre cette décision? Merci. Il m'est arrivé de dire qu'il n'y avait pas de plan B, c'était plus souvent pour la planète que pour l'Iran. Et je confirme qu'il n'y a pas de planète B. Pour l'Iran, si vous avez suivi l'intégralité des prises de position que j'ai tenues, elles sont parfaitement cohérentes avec ce que je viens de dire. Je vous renvoie d'ailleurs avec ce que j'ai pu dire devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, qui était exactement de dire qu'il y avait le JCPOA, mais qu'il devait être complété par 3 piliers additionnels, le post-2025, le balistique et l'influence régionale. Je ne sais pas la décision que prendra le président Trump sur le JCPOA. Et c'est sa responsabilité. Le JCPOA, c'est le premier pilier de cet ensemble que je viens de décrire. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on passe d'un accord à l'autre. Je suis en train de dire c'est un des aspects du problème. Je n'ai jamais été aussi critique que le président Trump sur le JCPOA parce que je pense qu'on peut le compléter utilement. Mais quelle que soit la décision à venir du président Trump, et s'il venait à décider d'en sortir, je souhaite que dès à présent, nous puissions travailler sur un nouvel accord dont les 4 piliers seraient justement ce qui est aujourd'hui traité par le JCPOA, c'est-à-dire l'activité nucléaire actuelle, l'activité nucléaire post-2025, la situation régionale et l'activité balistique.
Il n'y a donc pas de changement de point de vue du tout, mais une grande constance. Mais nous avons pu, ces dernières semaines et tout particulièrement aujourd'hui, aller au bout d'une discussion indispensable sur la situation de la région. Et je crois que nous avons convergé en particulier sur une lecture commune de ce qui se passe en Syrie, au Yémen, en Irak tout particulièrement, et du fait que le sujet nucléaire n'est pas le seul, qu'il y a bien un problème avec l'activité balistique iranienne et la présence de l'Iran dans plusieurs régimes de la région, et que notre volonté était bien de créer les conditions d'une stabilité dans la région. À partir du moment où on a construit cette convergence de vues, l'idée d'aller vers un nouvel accord qui permette d'inclure justement le règlement en particulier du sujet syrien me semble être une avancée forte de l'échange que nous avons eu aujourd'hui. Et je souhaite donc que nous puissions travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons constitué, et nos ministres des Affaires étrangères les ont réunis d'ores et déjà, ils les réuniront à nouveau dans quelques jours, ce qu'on a appelé le Small Group, dont l'objectif est justement sur la Syrie de réunir des puissances alliées dont nous sommes partie évidemment, mais avec des puissances de la région. Je crois que nous devons travailler à l'échelle de ce small group. Nous devons évidemment avoir une discussion aussi privilégiée avec la Turquie et la Russie sur les sujets régionaux et sur le sujet syrien. Et donc nous allons maintenant élaborer cette méthode pour aller vers un nouvel accord. Là où je pense qu'il y a une vraie avancée qui permet de concilier nos vues et leurs différences, c'est que nous ne restons pas dans un espace vide. Je me suis toujours exprimé clairement contre une sortie sèche du JCPOA. L'idée de dire on déchire le JCPOA pour aller vers rien d'autre ne me paraît pas être une bonne solution. À partir du moment où nous nous mettons dans une dynamique qui consiste à construire un accord large qui traite des 4 sujets fondamentaux que je viens d'évoquer, la chose est profondément différente. Elle permet d'intégrer les préoccupations américaines et les critiques faites par le président Trump à l'égard de cet accord qui, je le rappelle, a initialement été poussé par les États-Unis d'Amérique, mais une autre administration. Elle permet de prendre en considération nos préoccupations de la région et, je crois, l'intérêt de tous nos alliés. Et cette grammaire de la vie des affaires internationales qui est que nous souhaitons respecter la souveraineté des États de la région. Et nous ne nous mettons pas dans une situation qui consiste à faire de l'intervention à tout va, mais plutôt à construire un cadre stable qui va protéger nos intérêts, construire la paix. C'est ça, je crois, la grande différence et la nouveauté de ce vers quoi nous avons convergé aujourd'hui. On ne déchire pas un accord pour aller vers nulle part, on construit un nouvel accord qui est plus large et qui permet de prendre l'ensemble de nos préoccupations. Et permettez-moi d'ajouter, s'agissant des États dont j'ai parlé, ce sont des pays qui sont dans la région. Certains de ces pays sont extrêmement riches et ces pays ne seraient pas là, hormis la présence des États-Unis et la France, dans une certaine mesure. Ces pays ne seraient pas là sans les États-Unis. Ils ne survivraient pas une semaine. Nous les protégeons. Ces pays, maintenant, doivent se montrer à la hauteur et payer pour la situation, car je ne pense pas que la France ou les États-Unis doivent être responsables de ces coûts énormes. Les États-Unis, honteusement, au Moyen-Orient, jusqu'à il y a quelques mois, c'est honteux de dire, nous sommes impliqués à hauteur de 7 000 milliards de dollars. Et là-bas, et que souhaitons-nous faire, nous, chez nous, bâtir l'infrastructure? Eh bien, il faut être prudent avec ces fonds. On veut réparer les autoroutes, créer des écoles, des ponts, des tunnels. Et ils nous disent, non, soyons prudents avec nos fonds. Et pourtant, nous avons dépensé 7 000 milliards de dollars au Moyen-Orient. Et nous n'en avons rien obtenu, rien. Moins que rien, en ce qui me concerne. Et ça, c'est sur une période de 18 ans. Les pays qui sont dans la région, vous les connaissez tous très bien. Ces pays sont extrêmement riches. Ces pays vont désormais devoir payer. Et je crois que le président et moi-même sont tout à fait d'accord là-dessus. Ces pays vont effectivement payer. Nous leur avons parlé. Ils vont payer. Les États-Unis ne vont pas continuer de payer. Et ces pays vont également placer des troupes sur le terrain, quelque chose que ces pays ne font pas actuellement. Et en fait, nous allons rapatrier
beaucoup de nos troupes. Il y aura un blocage très puissant de la Méditerranée. Cela est très important pour moi, car sinon, il y aura l'Iran qui pourra aller directement vers la Méditerranée. Cela n'est pas acceptable. La possibilité existe. Personne ne sait ce que je ferai le 12, mais je crois que, Monsieur le Président, vous en avez une bonne idée, mais nous verrons. Et si je fais ce que des personnes attendent, il faudra voir si nous pourrons conclure un nouvel accord avec des fondations solides, parce que cet accord actuel a des conditions faibles. C'est un mauvais accord, c'est une mauvaise structure, elle s'écroule. Cet accord n'aurait jamais dû être réalisé. Je tiens le Congrès pour responsable, je tiens beaucoup de personnes responsables de cette situation, mais cet accord n'aurait jamais dû être conclu. Et nous allons voir ce qui arrivera le 12, mais je dois vous dire que si l'Iran nous menace d'une manière quelconque, eh bien, ils en paieront le prix comme très peu de pays auparavant. Oui, John. John Roberts de la Fox. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question aussi pour le Président Macron, mais une question pour vous d'abord. La personne nommée pour diriger le ministère des Anciens Combattants, M. Jackson, a des difficultés au Congrès parce qu'il y a des allégations graves à son encontre. Je veux savoir ce que vous savez au niveau de ces allégations. Est-ce que vous allez continuer de l'appuyer? Eh bien, je n'ai rien entendu en ce qui concerne ces allégations, mais je dois vous dire qu'il s'agit d'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais pu rencontrer. Et m'exprimant également au nom de Melania, je dois vous dire qu'il a été le médecin pour le président Obama et je crois aussi pour le président Bush, pour moi-même. J'ai appris à bien le connaître. C'est un très bon médecin. Et il y a cette suggestion, il y a un problème d'expérience, du fait d'un manque d'expérience. Mais bien sûr, le ministère des Anciens Combattants est très important pour moi. Nous avons fait de très bonnes choses avec la nouvelle loi de responsabilisation. Beaucoup de nouvelles choses vont se passer. Nous allons très bien traiter nos anciens combattants. C'est très important. Nous avons fait du très bon travail. Mais j'ai dit à l'amiral Jackson, il y a très peu de temps, je lui ai demandé pourquoi avez-vous besoin de ce poste. Ce sont des gens très durs qui disent du mal. Nous avons tous connu cette situation. Vous êtes en fait très populaire. Bien sûr, c'est un amiral, c'est un très grand dirigeant et il lui pose des questions triviales sur toutes sortes de petites choses. Et suite à la réussite de ce qui sera bientôt, je l'espère, le secrétaire d'État, M. Pompeo, tout le monde était surpris. J'ai entendu que 10 minutes avant le vote, comme quoi en commission, il ne serait pas approuvé par la commission pour la toute première fois des décennies. Cela n'arrive jamais pour un secrétaire d'État, mais en fait, j'ai discuté avec Rand Paul, et Rand Paul ne m'a en fait jamais laissé tomber. Rand Paul est un homme de qualité et je savais des choses que personne d'autre ne connaissait. Et il m'a dit, je vais changer ma voix et tout le monde était surpris. Et en fait, le vote était de 11 contre 9 parce que, comme vous le savez, il y a un vote décisif. Donc le vote final était de 11 à 9. Il y avait un vote, comment l'appellera-t-on ? Un vote d'une personne de présence, une personne présente. Le résultat était de 11 contre 9, c'était formidable, mais ils n'ont pas pu le bloquer. À présent, ils disent à qui le tour? À qui le tour maintenant? Et cette personne, l'amiral Jackson, le docteur Jackson, un homme formidable, je lui dis, pourquoi avez-vous besoin de ce poste? Et en matière d'expérience, le ministère des Anciens Combattants, qui représente environ 13 millions de personnes, c'est immense. Vous pourriez gérer le plus grand système hospitalier du monde, et ça, ce serait peu de choses à côté de ce ministère. Donc, personne ne dispose de l'expérience, mais lui, c'est un leader et un homme de qualité. Mais moi, je lui dis, écoutez, docteur, vous êtes un homme de grande qualité. Votre fils est à l'école navale. Vous êtes un homme de très haute qualité. Pourquoi avez-vous besoin de ce poste? La décision lui revient entièrement. Mais il va prendre une décision, mais ils ont échoué avec Mike Pompeo.
Et ça, c'était un coup dur parce qu'ils pensaient pouvoir le bloquer, l'embarrasser. Les démocrates sont devenus des obstructionnistes. C'est la seule chose pour laquelle ils sont compétents. Ils n'ont aucune autre qualité. Ils ont de mauvaises idées politiques. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de l'obstruction. C'est pourquoi j'attends, vous ne me croirez pas, je m'attends à de très bonnes personnes. L'ambassadeur pour l'Allemagne n'a pas encore été approuvé. Son poste est en suspens depuis 11-12 mois. Angela Merkel viendra aux États-Unis vendredi et nous n'avons toujours pas d'ambassadeur approuvé. À ce rythme, et les journaux ont pu le confirmer hier, et les journaux ont dit effectivement que j'avais raison. Mais cela fera 9 ans pour que ces gens soient approuvés, si cela se passe. Et les démocrates consomment 30 heures, ils consomment un temps maximum. Donc il faut un travail de blocage et c'est très néfaste pour le pays. J'ai dit au Dr. Jackson, pourquoi avez-vous besoin de ce poste? Nous verrons ce que se passera. Je ne voudrais pas qu'un homme subisse, un homme qui n'est pas de la politique, je ne voudrais pas qu'un homme subisse un processus tel que celui-ci. C'est trop moche, c'est trop dégoûtant. Nous verrons ce que cela donnera. Il prendra sa décision. Dites-vous, Monsieur le Président, que vous le soutiendrez. Oui, sans aucun doute, je le soutiendrai. C'est un homme de qualité, je le soutiendrai toujours. Ce sera son choix. Mais voilà un homme qui était un homme tout à fait extraordinaire. Il a une famille extraordinaire, il a une grande réussite, un grand médecin, un homme formidable, et il doit subir cet abus à sa place. En fait, à de nombreux égards, j'aimerais être à sa place, mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi a-t-il besoin de cela? Pour être maltraité par des politiques qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de bonnes idées à propos de notre pays. Personnellement, mais la décision lui revient entièrement et je soutiens entièrement le président. Monsieur le Président, une question pour vous aussi. Vous avez dit que vous et le président Trump êtes parvenus à un certain accord en ce qui concerne le marché à suivre en Syrie. En fait, les troupes américaines sont au cœur de toute solution. D'après vous, combien de temps les troupes américaines doivent-elles encore rester en Syrie après la défaite de Daesh ou doivent-elles rester pendant une période de stabilisation pour que l'on puisse créer une alternative au gouvernement Assad? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes fiers et honorés de faire partie de la coalition internationale aux côtés des troupes américaines pour lutter contre Daesh. Nous avons décidé d'augmenter notre contribution et nous sommes totalement impliqués dans la lutte contre Daesh. Bien entendu, le premier but de l'intervention de la coalition internationale sur le terrain est de terminer ce travail contre Daesh et contre nos ennemis. Et il s'agit de Daesh, mais également d'autres groupes terroristes. Au-delà de cette présence militaire, au-delà de nos troupes sur le terrain, nous allons devoir, comme je l'ai dit, construire, bâtir la paix. Et nous avons besoin d'un nouveau cadre inclusif pour être sûr que le peuple syrien aura l'opportunité de vivre en paix. Toutes les ethnies, toutes les religions, tous les groupes. Et il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'hégémonie dans la région. C'est un travail diplomatique qui a déjà commencé, mais qu'il nous faudra terminer. C'est quelque chose de différent. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais séparer ces deux questions. Nous sommes sur le terrain contre Daesh, nous continuerons, nous terminerons ce travail, mais il ne s'agit pas d'engager une nouvelle guerre. Mais en même temps, il nous faut travailler, c'est ce dont nous avons décidé, pour créer un nouveau cadre dans la région et en particulier pour la Syrie. Nous évaluerons dans les semaines et les mois à venir ce qu'il convient de faire. Nous sommes de fait à la fin d'une guerre et il nous faut nous adapter à la réalité sur le terrain. Donc nous n'allons pas dire à telle date nous quitterons le terrain parce que tout dépendra de la réalité sur le terrain. Mais ce qui est clair, c'est que ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est terminer ce travail avec nos troupes et régler la situation à long terme pour que la région vive en paix. Tel est notre devoir et ce n'est pas uniquement avec nos troupes mais également avec nos équipes, notre travail conjoint, nos diplomates et bien entendu avec tous nos alliés dans la région et les peuples impliqués.
Nous avons essentiellement fini le travail avec Daesh et nous allons bientôt prendre des décisions très importantes, mais nous allons coopérer étroitement avec la France et d'autres sur cette question. Président Mathieu Coach, BFM TV, une question pour Monsieur Macron aujourd'hui. Depuis un an, vous entretenez une relation extrêmement amicale avec le président américain, inhabituelle même par rapport aux autres présidents. Pourtant, on voit bien qu'il y a un certain nombre de sujets de désaccord entre vous. Ils sont même de plus en plus nombreux. On les a vus éclater au grand jour dans le bureau ovale tout à l'heure sur l'Iran. L'accord initial, visiblement, ne pourra pas être sauvegardé. Alors, est-ce que cette relation peut avoir réellement des effets concrets pour l'Europe, pour la France, des effets bénéfiques? Vous avez parlé tout à l'heure de liens basés sur l'intérêt réciproque. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Oui, totalement. D'abord, je crois que si nous avons cette relation, c'est parce qu'il y a la relation entre nos pays. C'est parce que nous avons une trajectoire qui certes a des différences, mais fait que l'un et l'autre, nous venons peut-être hors du champ politique traditionnel, et que nous avons l'un et l'autre, je crois, compris qui n'ont pas d'un tempérament à changer d'avis facilement. La conférence de presse qui vient de se tenir aujourd'hui vous donne, je crois, la démonstration, et la réponse en tout cas à votre question. Sur l'Iran, nous avons un désaccord sur le JCPOA. Mais je crois que nous sommes en train de le dépasser par la décision que nous avons prise d'aller vers un nouvel accord qui permettra de traiter la question en profondeur qui était celle du JCPOA, c'est-à-dire l'activité nucléaire, mais de la compléter avec 3 autres questions qui n'étaient pas incluses. Ce qui est nouveau. Si la décision, en tout cas si l'heure ou un peu plus que nous avons passé ensemble avait eu pour conclusion de dire les États-Unis sortiront du JCPOA et la France veut le défendre, alors à ce moment-là, notre amitié ne servirait à rien. Mais nous avons l'un et l'autre su évoluer pour, je crois, prendre en considération ce qui était important pour chacun de nos pays. Jamais nous n'avions jusqu'ici pris une position commune sur la résolution dans la durée de la crise syrienne, au-delà des sujets militaires. Nous venons de le faire aujourd'hui. Jamais nous n'avions ensemble pris une position pour dire nous allons aller vers un nouvel accord sur l'Iran qui justement sert à fixer tous les sujets de la région. Nous venons de le faire aujourd'hui. Je crois que quand il n'y a pas une relation comme celle que nous nourrissons et surtout un travail très intense entre nos équipes, il ne peut pas y avoir ce résultat. Mais il y a 15 jours, vous en avez vu aussi les effets. Il s'est arrivé par le passé que la France défende des positions qui consistaient à aller intervenir contre des armes chimiques et que les États-Unis d'Amérique et d'autres alliés l'abandonnent. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons pris des positions communes, nous avons décidé ensemble de ce qui était possible et ce qui n'était pas possible, dans un cadre légitime sur le plan international, comme 2 membres permanents du Conseil de sécurité, et nous avons conduit une opération militaire inédite, à un niveau d'intégration inédite, et je veux ici rendre hommage à nos militaires et aux militaires britanniques. Parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont mené une opération unique. Nous l'avons fait de manière précise, exacte, proportionnée, parce que nous l'avons décidé et parce qu'il y a cette relation. Donc, sur la Syrie, sur l'Iran, sur la crédibilité de la communauté internationale face à l'utilisation des armes chimiques, vous avez eu la preuve de ce que l'amitié entre nos pays et la relation que nous entretenons permet d'obtenir de manière très concrète, et ce sont pour moi des vraies avancées par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvions, y compris il y a quelques semaines. Je pense pour ma part que nous avons en fait beaucoup de choses en commun, je puis le dire, car en fait, nombre des dossiers, nous sommes tombés d'accord, nous pouvons changer, nous pouvons être souples. Dans la vie, il faut faire preuve de souplesse. Et en tant que dirigeant de pays, il faut faire preuve de souplesse. Et je pense en fait que nous sommes d'accord sur nombre des dossiers dont nous avons discuté aujourd'hui. Je dois dire que la France est un très grand pays et je crois que la France va faire de très grandes choses grâce à ce président. Vous êtes un président extraordinaire, un de vos très grands présidents et je suis très honoré de pouvoir vous appeler mon ami. Je vous remercie. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.